Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushima Guité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce mercredi 16 février 2022, dont voici le sommaire. Persistance des cas d'assassinat de disparition forcée au Burundi. Encore une jeune fille a été retrouvée ce matin, ligotée dans une rivière au chef-lieu de la province Karuzi. C'est au moment où, en province Ngozi, un jeune homme est sans trace, après avoir été appréhendé par le responsable de Imbonerakure dans cette province il y a de cela une semaine. Au sommaire également, des mouvements de partis politiques de l'opposition organisent ce samedi à Bruxelles en Belgique des manifestations contre la levée des sanctions sur le Burundi par l'Union européenne. Dans cette édition, nous vous parlons aussi des indignations des militaires de la 3e division à propos des détournements des contributions destinées aux préparatifs des rencontres sportives. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine en page de sécurité. Encore d'une jeune fille a été repêchée dans la matinée de ce mercredi dans la rivière Ndurumu au chef-lieu de la province de Karuzi. Le corps de la jeune fille était ligoté, les bras liés aux jambes. Ceux qui ont vu le corps disent que la jeune fille aurait été violée avant d'être exécutée. Le corps a par après été repêché par la police de protection civile. Toujours à ce chapitre, disparition d'un jeune homme de la commune et province Ngozi depuis plus d'une semaine. Il avait été appréhendé par le responsable de Imbonerakure en province Ngozi dans une voiture de type TI aux vitres teintes. Sa famille déclare l'avoir cherché en vain dans tous les cachots de la province Ngozi. Le détail avec Eloge Kwizera. Le jeune homme kidnappé Jean-Claude Nzigamye, natif de la colline zone Makaba en commune et province Ngozi, membre du parti Sénère, travaillait de manière indépendante. Des sources proches de Ngozi indiquent le 7 février comme date d'enlèvement de Jean-Claude Nzigamye dans une voiture de type TI par le responsable des Imbonerakure en province Ngozi. Une voiture TI avec des teintes vitrées s'est déplacée. À son bord, des hommes en civil armé de pistolets. C'est lui qui a pu être identifié, Musafiri Nyonguru, responsable des Imbonerakure en province Ngozi. Les ravisseurs l'ont jeté dans une voiture. Il s'est débattu et a résisté, mais ils ont été plus forts que lui. La famille de la victime ajoute l'imputation de la responsabilité de l'enlèvement à Musafiri Nyonguru, chef des Imbonerakure en province Ngozi. Après sa disparition, ses proches ont cherché Jean-Claude Nzigamye dans tous les cachots de la province Ngozi sans succès. Au commissariat, dans tous les cachots d'Ngozi, nous n'avons pas pu localiser le lieu de sa détention. Seul Musafiri Nyonguru, responsable des Imbonerakure, a pu être identifié. Jusqu'à maintenant, nous lançons un appel pour le retrouver car nous ignorons à quel endroit il se trouve. En 2005, Jean-Claude Nzigamye a rejoint les rats du parti Hutu FNL en Kodalomaki alors qu'il étudiait comme élève de la 9e. Pour rappel, Musafiri Nyonguru, chef des Imbonerakure en province Ngozi, a été pointé du doigt dans le kidnapping de notre jeune Pascal Choitungie le jour de Nouvel An 2022, toujours au chef-lieu de la province Ngozi. Nous n'avons pas pu joindre Musafiri Nyonguru, le chef des Imbonerakure dans la province Ngozi, et le chef de la police en Ngozi pour qu'il s'exprime sur cette disparition. Merci à toi, Eloge Kwizera. En page politique, le président burundais est en visite en Belgique depuis ce mardi. Selon le communiqué du bureau du porte-parole du président de la République, rendu public ce mardi même, Évariste Ndayishimiye s'est déplacé pour prendre part au 6e sommet des chefs d'État membres de l'Union africaine et ceux de l'Union européenne. Ce sommet se tiendra en date du 17 et 18 février à Bruxelles, la capitale belge.
Toujours à ce chapitre, les raisons évoquées par l'Union européenne pour lever les sanctions économiques à l'égard du Burundi n'ont pas de fondement, selon le parti MSD. Son porte-parole, Epitas Nshimirimana, indique que c'est étonnant de voir tout d'abord l'Union européenne se baser sur des élections non crédibles. Igitangaje rero no munsi ni ukubona umuryango w'ibihugu vya Buraya. Ce qui est étonnant, c'est que l'Union européenne explique que la décision de lever les sanctions à l'égard du gouvernement du Burundi a été prise suite au dialogue politique entre les deux partis entamé lors des élections de mai 2020. Les élections que le MSD a contestées et que pas mal de Burundais ont contestées parce qu'elles n'étaient pas crédibles. Vous savez par ailleurs qu'il y a d'autres qui ont été exclus dans ces élections. Même l'Union européenne n'a pas été autorisée à y participer comme observateur. L'Union européenne évoque aussi les progrès du gouvernement du Burundi en matière du respect des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. C'est vraiment honteux, c'est inimaginable d'entendre dire que le pouvoir du CNDD-FDD aurait fait des progrès au niveau du respect des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Nous, au sein du parti MSD, trouvons que ces raisons fournies par l'Union européenne pour expliquer la décision n'ont aucun fondement en réalité. C'est évident que les Burundais vont continuer d'être persécutés à cause des financements de l'Union européenne. C'est par ailleurs à cause de la décision de reprise de ces financements que les Imbonerakure ont festoyé dans les rues pendant des journées entières. Amafaranga yatumye mbere imbonerakure zirirwa ziratamba zigatarika mu mabarabara kuva hatangajwe iyo ngingo. Selon Epitas Nshimirimana, le mouvement pour la solidarité et la démocratie poursuivra sa lutte pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha malgré cette mauvaise appréciation de l'Union européenne. Tubona ko kiretse ukwihenda ku ngendo y'ubutegetsi à part une mauvaise appréciation du comportement du gouvernement, l'Union européenne vient de le conforter pour que le peuple burundais continue à être sous le joug des criminels. C'est une question importante. Personne ne peut ignorer que cet argent sera détourné pour financer les actes criminels parce que, nous le savons, même l'Union européenne ne sera pas capable ou aura du mal à contrôler l'utilisation de cette aide sous le régime du CNDD-FDD. Au niveau du parti MSD, nous poursuivrons sans nous décourager la lutte pour le respect de l'accord d'Arusha, l'accord dont l'Union européenne semble avoir oublié qu'elle est parmi les garants. Et nous estimons que c'est cet accord d'Arusha qui rétablira la liberté des Burundais. Pour rappel, l'Union européenne a levé les sanctions économiques à l'égard du gouvernement du Burundi le 8 février dernier. Les sanctions qui avaient été prises il y a environ 6 ans. Et la coalition CEFOR Arusha, le mouvement MAP Burundi Buhire, ainsi que les partis politiques MSD, CNL et PPD Grijambo invitent les Burundais vivant en Belgique et ceux vivant dans les pays voisins de la Belgique de participer dans les manifestations qui ont relié ce samedi à Bruxelles. Jean Bosco Wigemera, vice-président de la coalition CEFOR Arusha, indique qu'il veut donner un message en rapport avec la levée des sanctions sur le Burundi par l'Union européenne. Le travail en cours est une organisation d'un vaste rassemblement pour manifester ce samedi 19 février 2022 à Bruxelles, capitale de l'Union européenne. Cette manifestation concerne les Burundais vivant en Belgique, en France, en Allemagne, en Hollande, etc., ainsi que d'autres Africains en vertu de la solidarité ayant toujours caractérisé nos relations. Il s'agit en clair d'une occasion de livrer un message, d'exprimer notre profonde indignation, notre profonde douleur face à la violation flagrante des droits humains au Burundi par l'appareil étatique. Le pouvoir, en effet, par le truchement des forces de l'ordre, de la milice Imbonerakure, du pouvoir judiciaire est instrumentalisé. Il faut noter que c'est un moment propice
pour livrer ce genre de message dans la mesure où tous les présidents africains, en particulier le président du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, sont rassemblés à Bruxelles avec leurs homologues européens dans le 6e sommet Union européenne-Union africaine. La manifestation trouve donc son explication dans le fait que c'est au lendemain de la publication de la levée des sanctions économiques qui avait été prise contre le Burundi sous prétexte qu'il y a eu une nette amélioration dans le respect des droits humains. Or, selon le rapport récent de la Ligue ITK, les chiffres sont accablants. En effet, du 18 juin 2021 à janvier 2022, 1241 morts sont enregistrés. Nous espérons donc que notre message aura un impact positif pour plusieurs raisons. D'une part, le président Évariste Ndayishimiye aura un message clair, sans ambiguïté, qu'il pourra opposer aux éloges qu'il a l'habitude d'entendre dans le pays. Deuxièmement, l'Union européenne pourra comprendre que les premiers observateurs sont les Burundais, car il s'agit des droits des Burundais qui sont bafoués. Toute mesure et toute coopération en dehors des intérêts de la population sont inavouées. Nous prendrons donc pour témoins toutes ces hautes personnalités rassemblées à Bruxelles. Ces manifestations seront organisées après la réunion des chefs d'État africains avec leurs homologues européens qui se tiendra ce samedi et vendredi à Bruxelles. Prendra part à cette réunion le président burundais Évariste Ndayishimiye. Courte pause, nous poursuivons avec la page de gouvernance. Indignation des militaires de la 3e division à propos des contributions exigées et destinées aux préparatifs des rencontres sportives. Ces militaires accusent les responsables de détourner ces contributions car leur usage n'est pas connu. Le point avec Eloge Diveremesh. La 3e division militaire est composée de 4 provinces du nord du Burundi. Des rencontres sportives sont organisées entre les militaires des bataillons de cette division. Les militaires sont exigés de contribuer de l'argent pour les préparatifs des militaires qui vont représenter les autres. Mais les militaires de cette division se lamentent que l'argent collecté n'est pas utilisé pour son motif initial. Au sein des bataillons, on nous dit qu'un ordre est venu de la division pour nous ordonner de donner des contributions. Nous avons commencé à contribuer depuis l'année passée. À cette époque, on nous avait exigé de donner 9 000 francs burundais et actuellement les contributions sont de 4 000 francs burundais. Malgré ces contributions, les militaires qui nous représentent dans ces rencontres sportives ne reçoivent ni de maillons ni de sucre pour au moins récupérer après les séances d'entraînement et encore moins de limonade après les rencontres. On cherche à quoi servent ces contributions et on n'en trouve rien. Tout militaire qui ne donne pas sa contribution est sanctionné. Il n'a plus droit à certains vivres offerts par l'armée burundaise. Celui qui ne contribue pas ne reçoit plus sa ration complète. On lui retire les 4 cornes-bœufs dont chaque militaire reçoit par mois. Vous comprenez donc que ces contributions sont forcées. Nous demandons que ces pratiques cessent et que si l'armée burundaise souhaite préparer de telles rencontres sportives, prépare aussi un budget relatif. À propos de ces lamentations et sollicitations de ces militaires, la rédaction de la RPA a téléphoné Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais il n'a pas daigné décrocher son téléphone portable. Merci à toi, Eloge Diveremesh. Toujours en page de gouvernance, le président de la République du Burundi vient de nommer par décret des directeurs généraux au sein du ministère du Commerce et des Transports. Il s'agit d'ingénieur Innocent Nibizi, directeur général des Transports qui remplace Albert Maniatunga, actuellement incarcéré dans le cachot du Service national des renseignements avec 2 de ses collègues. C'est la seconde fois en moins de 6 mois que ce dernier, qui a également occupé le poste de directeur général de l'Otraco, est destitué par le chef de l'État. Le décret présidentiel de ce mardi concerne également la substitution de Venant Ngendawanghapa Sévéré Wakalegwa au poste du directeur général du commerce. Cette décision présidentielle tombe après un bras de fer entre ces autorités substituées et leurs ministres de tutelle sur la fixation des prix de transport en commun. Et en page éducation, certains syndicats de la coalition Kosesona indiquent qu'il est difficile de trouver des solutions durables dans le secteur éducatif burundais sans dialogue inclusif avec le ministère de l'Éducation.
Ce syndicat exige que les propositions soient prises en compte. Le détail avec Daniel Claire Ilafoumbe. Certains des syndicats des enseignants déplorent les résultats du dialogue entre la coalition des syndicats des enseignants COSESONA et le ministère de l'Éducation nationale. Selon ces syndicats, il n'y a pas eu de véritable dialogue. Selon nos sources parmi les syndicats, ce dialogue n'a pas été inclusif. Cela transparaît à travers la non-prise en compte des propositions des enseignants durant ce dialogue. Une attitude qui contribue plutôt à la détérioration de la qualité de l'éducation burundaise, selon ces enseignants. Ces enseignants font savoir qu'ils n'ont pas été consultés lors de la prise des décisions alors que ces dernières les concernent. De plus, parmi plus de 3 questions majeures qui hantent le secteur éducatif burundais et sur lesquelles la coalition des syndicats des enseignants COSESONA et le ministère de l'Éducation devraient discuter, seule la question de test pour les enseignants a attiré l'attention au cours de ce dialogue. Selon les enseignants, on dirait que ce test est le remède à tous les défis de ce secteur, alors que d'autres problèmes plus sérieux hantent ce secteur, en l'occurrence la question en rapport avec la politique salariale qui n'a pas été discutée suffisamment. Ainsi, les syndicats des enseignants trouvent que leur coalition COSESONA était un spectateur durant ce dialogue. Ils demandent au ministère de l'Éducation d'organiser un dialogue inclusif qui prendra compte des doléances des 2 parties pour trouver une solution durable au secteur éducatif burundais. Toujours en page éducation, le directeur provincial de l'enseignement en province de Makamba, ou alors le ministre ayant l'éducation dans ses attributions, sont appelés à voler au secours du lycée de l'excellence de Makamba. L'appel est lancé par Elarini Bizi, une des activistes dans le secteur de l'éducation au Burundi. C'est après que les parents des enfants aient alerté que l'école n'a pas assez d'encadreurs pour suivre les enfants à l'école, avec comme conséquence le vagabondage. Elarini Bizi demande de faire cette école une école d'excellence dans de bonnes choses. Le constat des parents qui ont des enfants à l'école d'excellence de la province de Makamba est un constat amer. Ils sont déçus de constater que les enfants qui étudient dans cette école d'excellence, une école à internat, manque d'encadrement au niveau de la soirée. Après les cours, il n'y a pas d'encadreur et des élèves peuvent aller loger à l'extérieur et revenir à l'école le lendemain ou dans la matinée. Des personnes qui ne sont pas de l'école, qui ne sont pas des encadreurs, comme les Imbonerakure, viennent à l'école pour forcer les enfants à aller se coucher. Et là, ils peuvent même torturer et persécuter les enfants et les élèves, et ce qui peut causer une insécurité à l'internat. Ces écoles, au lieu d'être des places pour une éducation d'excellence, sur tous les niveaux, au niveau intellectuel et au niveau éducatif, deviennent pratiquement une école pour la perte des valeurs, mais aussi une école en pleine insécurité, parce que des personnes internes qui ne sont pas qualifiées pour éduquer viennent s'improviser pour maintenir la sécurité à l'école, pour forcer les enfants à aller se coucher ou à faire ceci, et souvent pour les induire à la prostitution. Nous sommes informés que des autorités éducatives au niveau de la province de Makamba se permettent même d'entretenir des relations intimes avec les élèves, et personne ne peut les interdire parce que l'école est laissée à elle-même. Si l'autorité de l'école, la direction scolaire, le directeur et le corps professoral sont insensibles aux interpellations des parents des élèves, j'interpelle la direction provinciale de l'enseignement, j'interpelle le cabinet du ministre pour qu'il fasse des investigations sur ce qui se passe dans cette école-là, sur les conditions d'encadrement après les cours et sur les problèmes que vivent ces enfants au niveau de leur sécurité après les cours. De Makamba Cap sur Buterere à mairie de Bujumbura, toujours en page éducation, où le personnel et les parents des élèves du lycée municipal Buterere et l'école fondamentale Buterere 1 demandent aux autorités chargées de l'urbanisme au sein du gouvernement burundais de résoudre le problème des inondations qui menacent cette école, ainsi que certaines habitations de la localité. Le point avec Eric Nyonzima. Les eaux pluvieuses en provenance du site Kiang et de l'entourage menacent ces 2 établissements scolaires situés au quartier Kiang 2, zone Buterere en commune Nahangwa. Un des habitants de cette localité explique que le seul caniveau existant ne peut pas canaliser toutes les eaux pluvieuses, souvent en grande quantité.
Ces eaux proviennent de la pluie qui tombe sur ces deux écoles. D'autres eaux proviennent du site Kiyange qui se trouve en face du lycée municipal de Buterere. Puis quand la cour d'eau du lycée est inondée, les eaux se déversent alors dans la cour de l'école fondamentale Buterere 1. Cela est dû à un petit caniveau qui se trouve sur la route du côté du site Kiyange qui est débordé par les eaux qui se déversent alors dans la route qui se dirige dans les deux cours en question. Même le centre Don Bosco, situé à proximité de ces écoles, est inondé par les eaux pluvieuses. Ces inondations menacent également les habitations suite à l'octroi des parcelles par des administratifs en violation des règles de l'urbanisme. Toutes ces inondations peuvent découler aussi de la mauvaise gouvernance, car les autorités octroient des parcelles illégalement et les gens construisent de façon anarchique. Il y a par exemple un endroit où se trouvait un caniveau qui canalisait les eaux qui irriguaient les champs de riz, mais actuellement ils y ont construit des maisons d'habitation car ces champs n'existent plus. Mais comme c'est un terrain humide, les eaux de pluie sont revenues et n'ont pas trouvé de passage. C'est pourquoi certaines maisons sont inondées. Les citoyens sont dans l'incapacité d'avoir l'objet énorme que nécessite la construction du caniveau collecteur des eaux de pluie. Les parents qui avaient participé à la réunion pour résoudre ce problème ont constaté que la somme d'argent nécessaire pour la construction du caniveau était énorme et impossible à avoir. Ils ont calculé 29 millions de francs burundais pour pouvoir bâtir ce caniveau afin de canaliser ces eaux. Pour le moment, les élèves parviennent difficilement à entrer dans leur salle de classe suite à l'eau qui stagne dans les cours de ces écoles. Également, certaines salles de classe restent toujours inondées. Les habitants de la zone Buterere demandent aux autorités en charge de l'urbanisme de faire quelque chose afin que les caniveaux de canalisation soient construits. Merci à toi, Eric Nyonzima. Dernière nouvelle de cette édition, 230 réfugiés burundais du camp de Mulongwe, situé à l'est de la République démocratique du Congo, ont été harcelés et humiliés par des combattants Maïmaï lundi dernier, lorsqu'ils étaient en cours de route vers leur pays d'origine. Ils déplorent la façon dont ils ont été maltraités en présence des policiers congolais et des représentants du HCR qui les avaient accompagnés jusqu'à ce qu'ils soient obligés de rebrousser chemin. Le point avec Emile Nibasumba. Les 230 réfugiés burundais du site de Mulongwe étaient à bord d'une trentaine de véhicules. Ils étaient accompagnés de policiers de la République démocratique du Congo, certains administratifs et certains agents des organisations humanitaires, dont le HCR. Arrivés dans la localité de Lueba, à quelques kilomètres de Baraka, leur convoi a été stoppé par un groupe de combattants Maïmaï. Ces derniers leur ont intimé l'ordre de sortir des véhicules et ont par la suite procédé au contrôle pour vérifier s'il n'y avait pas de Banyamulenge dans ces véhicules, témoigne l'un des réfugiés du camp de Lusenda où les 230 rapatriés du site de Mulongwe ont passé la nuit. Aucune personne n'a été épargnée. Les ont été tous intimés l'ordre de sortir pour être contrôlés. Certains ont failli être tués par ces combattants. Ils ont été relâchés après un certain temps et ils ont continué la route jusqu'au camp de Lusenda où ils ont été obligés de passer la nuit. Les réfugiés du camp de Lusenda déplorent cette maltraitance qu'ont subi ces Burundais en provenance du site de Mulongwe et précisent que cela ne les tranquillise pas, d'autant plus qu'ils sont eux aussi sous la protection des mêmes policiers qui n'ont rien fait pour défendre les droits de leur père. Nous sommes vraiment inquiets. On se demande comment ils ont été maltraités en présence des policiers, des administratifs congolais et des organisations humanitaires de l'HCR. Cela montre que notre sécurité n'est pas du tout garantie, étant donné qu'on est sous la protection de ces mêmes policiers qui n'ont rien fait. On dirait qu'ils sont complices. Ces réfugiés du camp de Lusenda s'inquiètent également du fait qu'une fois vaincus sur le champ de bataille, ces combattants Maïmaï viennent se cacher aux alentours de leur camp.
Nous avons vraiment peur de vivre au milieu des groupes armés. Hier, il y a eu des combats sur les montagnes qui se prennent au camp de Lucenda, dans la localité de Bigobogo, où se situe le site des déplacés de Banyamulenge. Certains combattants sont venus se cacher tout autour du camp. Il n'y a pas de forces de sécurité pour protéger les réfugiés. Ces combattants entrent comme ils veulent à l'intérieur du camp. Ils disent qu'ils sont en train d'assurer la protection. Mais en réalité, ils viennent pour voler et malmener certains réfugiés. Ici, nous sommes exposés aux attaques de plusieurs groupes armés, à savoir les groupes de Maïmaï, de Banyamulenge et des Imbonerakure. Après des négociations entre les responsables de la police dans cette localité du HCR et des combattants Maïmaï, ces derniers ont permis aux 230 Burundais du site de Mulongwe qui sont rapatriés de poursuivre leur voyage ce mercredi matin vers la frontière burundo-congolaise. Nous avons tenté de joindre les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo sans y parvenir. Merci à toi, Émile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Au revoir.